Moi, j'aimerais vraiment savoir dans quel environnement vous avez grandi. Dans quel environnement j'avais grandi? J'ai grandi à Charleroi. J'ai grandi dans un environnement assez traditionnel, donc je dirais classe moyenne supérieure. C'est marrant, je ne m'attendais pas à cette question. C'est quelque chose qu'on ne se pose pas souvent. Je crois que c'était une famille plutôt traditionnelle, mais assez tôt, j'ai été un peu livré à moi-même avec ma sœur. Et donc très très vite, en fait, j'ai eu une enfance assez indépendante. Et ça, c'est un truc qui a, je pense, a posteriori, pas mal marqué ma personnalité. C'est-à-dire que très très vite, à partir de l'âge de 12-13 ans, au moment du divorce de mes parents, d'ailleurs, si je dois faire ma psychanalyse, j'ai eu pas mal d'indépendance, j'ai eu beaucoup de moments pour moi, en fait. J'étais un enfant un peu solitaire, en tout cas, ça a développé une grosse partie de ma personnalité. Mais au moment du choix de mes études, et on y viendra, il y avait le côté très traditionnel de ma famille qui a beaucoup joué. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas forcément faire l'université. À la base, je voulais être réalisateur, travailler dans le cinéma. Et mes parents m'ont dit non, tu dois faire l'université, tu dois faire un diplôme traditionnel. Donc j'avais à la fois ce côté très indépendant et en même temps, il y avait quand même le côté très traditionnel des parents qui veulent qu'on fasse des études un peu... comme eux, en fait, comme eux avaient fait. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Du coup, on peut revenir aux études. Vous avez fait quel type d'études et qu'est-ce qui vous a mené finalement à la voie du journalisme? Et donc, si je reprends mon histoire, quand je suis arrivé en Réto, donc en 6e humanité, et que mes parents m'ont dit non, tu ne feras pas réalisateur de cinéma, j'ai fait les sciences éco et sciences de gestion, parce que j'avais un peu l'illusion que c'était un diplôme qui menait un peu à tout. J'ai fait 5 ans de gestion et j'ai détesté ça du début à la fin. Vraiment, je n'étais pas heureux et c'est très anxiogène pour moi parce que je me projetais pas du tout. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire quand mes études vont se terminer? Et j'aimais pas du tout cette idée du marketing, qu'il y avait des gens qui faisaient des études marketing, et puis alors après, en fonction de ce qu'on avait décidé que les gens voulaient, on allait faire un produit et décider d'un prix d'achat. Enfin, ça ne me parlait pas du tout. Et donc, à la fin de mes études universitaires, j'ai fait un master 60 en journalisme, donc c'est un master en 1 an, je crois que ça existe toujours. Et là, en fait, je me suis rendu compte, ça a été vraiment un soulagement, parce que soudain, j'ai fait quelque chose que j'aimais beaucoup, et je me prédestinais plutôt à la radio, c'est ça qui me plaisait plus. Et je retrouvais un peu, alors c'était pas le cinéma, voilà, j'allais pas être réalisateur, mais je retrouvais ce côté audiovisuel qui me parlait bien. Et il y avait un côté un peu créatif aussi, parce que le journalisme, ça reste de l'écriture en fait. Donc évidemment, on n'est pas des artistes, hein, mais il y a ce rapport, quand on écrit un billet radio, un article ou même un reportage télé, on écrit. Et donc on se demande par où on va commencer, quel interlocuteur on va choisir, comment on va expliquer quelque chose en 2 minutes de reportage. Il y avait quand même ce côté créatif, et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, vous avez obtenu, vous avez fini vos études, et ensuite, comment s'est passée l'insertion dans le monde du travail? Est-ce que c'est simple de trouver un travail dans le journalisme? Non, c'est pas simple, mais c'est possible. Donc, en gros, à la fin de mon master 60, j'ai fait un stage, j'ai fait plusieurs stages, dont un stage au journal télévisé de la RTBF. Et à la fin de mon stage, en gros, ma maître de stage m'a dit c'est bien, mais il n'y a pas de place pour toi ici. Ça va le faire. Et donc, je suis devenu assistant et j'ai travaillé pour plein d'autres médias. Je travaillé pour Sud Presse, j'ai travaillé pour la télé locale de Namur. Donc j'ai fait un peu mes armes comme ça dans d'autres médias. Et je suis revenu en 2012. Il y avait un examen, donc pour être journaliste à la RTBF, il faut passer un concours. Et donc j'en étais 500 et ils prenaient les 25 premiers. Et donc j'ai passé ce concours. Et de là, j'ai eu un contrat, un CDI à la RTBF. C'est comme ça que je suis rentré à la RTBF. D'accord. Du coup, on voit aussi que vous avez travaillé pour ING. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos premières expériences? Ouais, non, c'était au tout début, donc juste après qu'on m'ait dit à la RTBF qu'il n'y avait pas de place pour moi. Donc j'ai un peu leur envoyé des CV partout. Et comme j'avais ce diplôme d'économie et de gestion, j'ai été engagé par ING Magazine. Et donc en gros, j'ai fait 3-4 articles pour eux. Ça consistait à aller au drink de fin d'année d'ING et à interviewer tous les boss d'ING. Et évidemment à faire un article qui était très favorable à ING, puisque c'était pour ING Magazine. Donc c'était pas vraiment du journalisme en fait, c'était plutôt de
de la communication entreprise qui se déguise un peu sous la forme du journalisme. Mais après, voilà, c'était intéressant parce que, du coup, tu te retrouves dans des cénacles comme ça avec tous les grands patrons en costume, tu vois, des gens que tu fréquenterais jamais dans la vraie vie. Donc, c'était intéressant de voir ça, mais voilà, c'est pas ce que c'est pas ce que je voulais faire. D'accord. Et du coup, vous avez intégré la RTBF. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment ça se passe du moment où vous travaillez sur le journal jusqu'à sa diffusion? Qu'est-ce que vous faites en amont? Est-ce que c'est vous qui le préparez? Oui, donc ça c'est un truc qu'on nous demande souvent. On nous demande souvent si on écrit nos textes. Donc évidemment, ça, on écrit nous-mêmes nos textes, hein, c'est une grande partie de notre boulot. Donc moi je travaille le week-end, je me lève à 6h45 environ, je lis la presse, j'écoute les journaux parler, etc. J'arrive à la rédac vers 8h, 8h30. Et là on a des réunions avec l'éditeur, on décide de ce qu'on va mettre dans le journal. Avec les journalistes. Les journalistes partent sur le terrain pour faire les reportages. Donc il faut bien se rendre compte de ce que c'est, parce que le premier journal il est à 13h. Donc les journalistes, à 8h30, 9h, ils ont leur reportage et ils doivent trouver les interlocuteurs, aller sur place, filmer, faire l'interview, revenir à la rédaction, monter, enregistrer leur voix, et le truc est diffusé à 13h. Tout ça, ça doit être fait entre 9h et 13h. Donc c'est une pression assez terrible. Et pendant que eux ils font ça, moi j'écris mes textes. Donc j'écris les textes de lancement de chaque sujet, j'essaie de faire des transitions entre les... Et on compose le journal avec l'éditeur du jour. On décide de ce qu'on met en premier. Enfin, il y a une politique éditoriale, donc on ne décide pas tout nous-mêmes, mais on décide de ce qu'on met en premier, dans quel ordre. Voilà, ça, en gros c'est une journée, 13h, on mange, et à 14h on est reparti, re-réunion, et on est reparti jusqu'au soir. Donc ça fait des journées qui commencent à 7h et qui se terminent à 20h30, quoi. C'est une grosse journée. Ok, donc il y a beaucoup de travail en amont. Oui. Ok. Et ça, c'est une question que je me suis posée depuis toujours. Est-ce que vous avez une image physique à respecter? Est-ce qu'on peut avoir les cheveux rouges? Je sais pas. Oui, non, alors si, c'est moi qui pose la question. C'est hyper conservateur le JT. Donc en gros, moi je me souviens une fois, genre un dimanche midi, j'avais pas mis de cravate. J'avais mis un espèce de petit gilet, un truc 3 pièces, donc ça restait classe, mais j'avais pas la cravate. Et alors j'ai eu un article dans la presse, il y a eu un article dans la presse pour dire Laurent Mathieu n'a pas mis de cravate avec interview. Donc le moindre petit changement est vraiment perçu, surtout pour les hommes. Alors les hommes c'est plus simple, parce que nous on peut mettre le même costume cravate, on ne va jamais rien nous dire. Les filles c'est différent, elles mettent 2 fois la même blouse, on va leur dire qu'elles ont mis 2 fois la même blouse. Mais l'avantage entre guillemets des filles, c'est qu'elles peuvent avoir un peu plus de variété, elles peuvent être un peu plus créatives avec leurs fringues, que nous c'est costume cravate bleu marine ou noir et puis basta, quoi. Vous pouvez pas choisir autre que bleu marine ou noir? Ah si, on peut mettre un gris, mais un vert pomme ça reste pas mal. Ouais, ça reste assez sobre. Il paraît que l'âge moyen du spectateur est assez vieux de nos jours. Comment est-ce que vous faites pour toucher les jeunes publics? L'âge moyen de la Une, donc la chaîne sur laquelle il y a le JT, à 3-4 ans près, je crois que c'est 57 ou 58 ans. C'est même peut-être plus proche de 60 ans maintenant. Moyen. Donc ça veut dire que, vous imaginez, pour quelqu'un de 20 ans qui regarde le JT ici, il en faut... je suis nul en stats, mais il en faut quelques-uns qui ont 70-80. Donc c'est un vrai défi. Il y a de moins en moins de jeunes qui regardent la télévision. Il y a de moins en moins de gens, en fait, tout court, qui regardent la télévision. Les JT, c'est un peu un bastion qui résiste, parce qu'il y a quand même ce truc où l'info, il y a un rendez-vous, donc on a quand même ça. Mais la stratégie de la RTBF, c'est de développer des nouvelles chaînes, des nouvelles marques. Donc il y a par exemple Typique, qui vise les... je crois que c'est 20-39, je crois, un truc comme ça. Il y a des chaînes comme Tarmac, etc., qui sont plutôt jeunes adultes. Là, donc c'est comme ça que la RTBF réagit. Et il y a des offres info pour les jeunes. Il y a un truc qui s'appelle Views, notamment, sur Typique. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu parler de ça. Voilà. Ben, ça, c'est destiné au public jeune adulte, comme on appelle ça. C'est vrai que Tarmac est souvent sur le campus. On vous avait parlé de la RTBF. Qu'est-ce qui va différencier la RTBF de la RTL, par exemple? Alors, en théorie, on n'a pas la même ligne éditoriale. C'est filmé là. Ouais.
On Non. peut couper, vous Non, pouvez pas couper. du tout. Je vais répondre simplement. La différence, c'est qu'on n'a pas tout à fait la même ligne éditoriale. Après, c'est vrai que, et ça je dois être assez honnête pour le dire, la RTBF a peut-être longtemps ignoré un peu un public plus populaire, j'aime pas trop le mot, mais qu'on considérait comme acquis pour RTL. Et je pense que dans la nouvelle politique éditoriale de la chaîne, de la Une notamment maintenant, il y a cette volonté justement de ne pas être perçu comme la RTBF, c'est le JT des intellos, alors que RTL, et il y a une volonté d'être accessible pour tous. Donc peut-être que de l'extérieur, les lignes éditoriales, on a l'impression qu'elles se rapprochent, mais nous là, ce qu'on veut derrière, c'est être plus accessible, tout simplement. Après, il y a des choses que eux font que nous on ne fait pas du tout. Donc, par exemple, tout ce qui est, ils sont encore beaucoup dans les faits divers, ces temps-ci, ils ouvrent régulièrement avec des faits divers. Nous, on en fait quand même très peu. On en fait parfois quand on a un fait divers qui dit quelque chose de la société. Par exemple, le policier qui est mort à Scarbeck vendredi, ça, c'est évident que c'est plus qu'un fait divers. Mais par exemple, tout ce qui est accident de voiture, etc., c'est quelque chose ou d'incendie, on fait très très peu. Donc, il y a encore des différences, mais il y a une volonté de la RTBF d'être plus accessible, d'aller chercher un public qu'on a longtemps abandonné à RTL en fait. Mais pour rebondir sur cela, quelle est la place du journalisme d'investigation en Belgique? Parce que je sais qu'en France, il n'y a que ça. Mais en Belgique... Nous là maintenant on a une émission qui s'appelle Investigation justement et qui a été créée sur les cendres de deux émissions qui étaient Questions à la Une et Devoir d'enquête. Je présentais d'ailleurs Questions à la Une au moment où ça s'est terminé. Et donc là il y a vraiment une volonté de dire ok, on investit de deux émissions, on en fait une seule. On fera peut-être moins d'émissions, mais on veut que ce soit qualitatif et qu'on sorte des infos à nous. Donc il y a cette volonté de la RTBF clairement de faire de l'investigation. Mais le truc, c'est que ça coûte hyper cher de faire de l'investigation, financièrement. Mais la volonté est là. Mais clairement, pour un investigation, je crois que c'est... Je n'ai pas les chiffres comme ça, mais ça peut être jusqu'à 6 mois de travail, 6-7 mois de travail pour une investigation de 26 ou de 52 minutes. Voilà. Mais la RTBF fait le choix de mettre ces moyens-là. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde s'improvise un peu journaliste. Comment vous voyez cette modalité? Chaque jour, il y a de nouveaux médias qui émergent, que ce soit plus ou moins bon, mais on se demande si certains on leur dit plus. C'est pour le meilleur et pour le pire. En fait, la parole se popularise, tout le monde peut le faire, et donc forcément, il y a des trucs qui sont pas géniaux, mais parfois, il y a des trucs que je trouve assez fascinants. Je veux dire, je sais pas si vous voyez qui est Hugo Décrypte. Ah oui. Mais le type, il a commencé tout seul dans sa chambre. Aujourd'hui, il a 1 million d'abonnés et il touche plus les jeunes. Il fait des scores chez les jeunes dont nous, on rêverait. Donc, j'essaie de voir les trucs positifs et de ne pas faire le vieux con. Parce que moi, quand je suis arrivé à la RTV, il y avait ce truc encore de se dire, on regardait YouTube et tout, et les gens se moquaient de YouTube, dire ouais, c'est des gens mal éclairés dans leur chambre, c'est nul, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des trucs sur YouTube d'une qualité mais absolument inouïe. Et donc moi j'essaie de me concentrer sur ça, et honnêtement je trouve ça même parfois très inspirant de voir des gens qui ont commencé dans leur chambre tout seuls et qui font des programmes aujourd'hui franchement que je rêverais de faire, quoi. Donc voilà, je me concentre sur eux et puis ceux qui ont les autres, je ne regarde pas. Mais vous pensez que YouTube ou ces réseaux sociaux peuvent prendre la place de la télé? Ils l'ont déjà fait en partie. Voilà. Ils l'ont déjà fait en partie, clairement. Moi, bêtement, je ne sais pas vous, mais moi, mon temps de télévision par rapport quand j'avais 15-20 ans, aujourd'hui, la télé, à part les JT, je ne regarde presque plus la télé. Par contre, je passe beaucoup de temps sur YouTube. Donc je pense que ça l'a déjà fait en partie. Et que la télé va devoir devenir non linéaire, comme on dit. Donc ça va être un peu fini, le fait de se brancher à 20h50 ou 20h15 pour regarder. Et on va tous le regarder quand on veut. Mais à nouveau, l'information est un peu épargnée par ça, parce que l'information, tu as envie d'avoir l'information du jour. Tu vas pas, si tu la prends avec 12 heures de retard. Donc c'est pour ça que je crois que les rendez-vous d'infos, 19h30, 20h, 19h, ça reste un peu épargné par ça. Et vous avez commencé par On n'est pas des pigeons. Oui, j'ai commencé par On n'est pas des pigeons. Comment vous vous êtes senti là-bas?
Comment c'est passé? Avant, ça s'appelait Au Quotidien. Donc et puis alors après, ils ont transformé l'information, c'est devenu On n'est pas des pigeons. J'ai pas longtemps travaillé pour eux, donc je crois que j'ai fait la première émission, c'était une caméra cachée chez MediaMarkt. C'est une arnaque, quoi, c'était pas million, quoi. Mais c'était très gai, parce que je me souviens, c'était le tout début, moi j'étais tout excité d'aller chez MediaMarkt avec ma petite, des fausses lunettes, je crois, c'était la caméra cachée, la caméra est dans les lunettes. Et c'était chouette à faire, je regrette pas du tout, ça m'a formé et ça m'a appris à faire des caméras cachées après pour faire des enquêtes, notamment pour Questions à la Une et tout, donc ouais, j'ai des très bons souvenirs de ça. Et comment on essaye d'être neutre en tant que journaliste? On ne peut jamais être totalement neutre, parce qu'on a un bagage et tout, donc on peut essayer de tendre à une forme d'objectivité, c'est pas la même chose que d'être tout à fait neutre. Moi, la manière dont je fais, j'essaye de prendre conscience d'où je viens, des stéréotypes que je peux avoir, des mécanismes de pensée qui sont dus à mon éducation, au milieu social dont je viens, à ma couleur de peau, à mon sexe, etc. Et j'essaie de prendre conscience de ça. Je me dis, si au moins tu en as conscience, tu sais bien que quand tu vas aborder tel ou tel sujet, tu fais un peu plus attention. Et tu peux du coup essayer de tendre à cette objectivité-là. Mais je crois que la neutralité totale, elle n'existe pas. D'ailleurs, moi j'encourage toujours les gens, quand ils regardent un média, qu'ils regardent un JT, qu'ils lisent un journal, essayer de voir un peu d'où vient la personne qui l'écrit. Il y a toujours une idéologie derrière. Et c'est ça que je trouve... moi je suis abonné au Courrier International, j'adore le Courrier International parce qu'il vous donne par exemple... qui le rachat de Twitter, là j'ai dit ça tout à l'heure de par Elon Musk, tu as un article du Washington Post où tu sais très bien ce que tu lis, c'est un article du Washington Post, et on t'explique Washington Post, etc. Et puis tu vas avoir un truc de Fox News, etc. On te dit voilà ce que les conservateurs pensent, et donc tu sais, ok, les libéraux pensent plutôt ça, et tu te fais ton propre avis. Je trouve ça sain d'identifier un peu les biais idéologiques que chaque média peut avoir, et voilà. Voilà, ça répond à ta question. Ça va. Mais par exemple, quand vous interviewez quelqu'un, des fois, voilà, ils disent des choses que peut-être vous cautionnez pas forcément. Comment on arrive à passer au-dessus? Ça, tu es là pour poser les questions, pas pour donner les réponses. C'est-à-dire que moi, je suis pas un polémiste, je vais pas commencer, si quelqu'un me dit un truc et que je suis pas d'accord, okay, je vais pas commencer à lui dire, non mais en fait, pas du tout. J'essaie du coup, là, de me limiter aux faits. La contradiction, je l'amène avec les faits. Et si quelqu'un dit une bêtise, je dis oui, mais là il y a quand même un chiffre de tel rapport qui ne dit pas vraiment ça. Okay. Ou alors je vais mettre l'argument dans la bouche de quelqu'un d'autre. Je vais dire mais vous dites ça, mais il y a des gens qui diront peut-être pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en fait, et on est en train de basculer aujourd'hui dans une société vraiment plus d'opinion plus que de faits, où il y a une espèce de... On ne fait plus vraiment la distinction entre les deux, entre ce qui relève de l'opinion, du fait. Et pour moi, c'est un des problèmes majeurs des médias aujourd'hui. Moi je reste un peu vieille école, quoi. Moi je suis là pour donner les faits, et tout ce qui relève de l'opinion, ça va venir d'un politicien, d'un machin, mais moi je n'ai pas à donner mon opinion sur antenne. Voilà. Et est-ce que vous voyez animer d'autres émissions, par exemple, en plus du JT? Je le fais un peu, là j'ai fait des docus pour Typique par exemple. Je fais un peu de radio et tout. Oui, je crois qu'il faut faire d'autres trucs parce que le JT, c'est vraiment une espèce de petite boîte comme ça où tu mets ta cravate et tu fais ta mèche là comme ça, mais c'est pas, tu vois, c'est très dur de mettre de soi et de la personnalité là-dedans parce que l'institution est plus forte que toi. Et je suis ravi de le faire, hein. Vraiment, c'est une chance et c'est un honneur, mais c'est bien de faire autre chose à côté, je crois, pour rester humain, tout simplement. Et j'aimerais revenir sur le Covid, parce que je pense que pendant le Covid, on était tous scotchés sur nos télés. Ouais. Et du coup, comment vous l'avez vécu en tant que journaliste, présentateur? Alors le Covid, ça a été vraiment un moment très particulier. Moi, je présentais le journal le vendredi, quand on a basculé dans le confinement. Donc le vendredi, on pouvait encore sortir dans les bars, et à partir du samedi matin, on était confinés. Et je me souviens que le vendredi soir, je dis une phrase du style voilà, il ne vous reste plus que quelques heures pour aller boire un dernier verre, après c'est le confinement, etc., on ne pourra plus sortir.
Ça parle de complot après. Et je me fais bâcher directement en disant ouais, Laurent Mathieu dit aux gens d'aller sortir et d'aller boire des verres alors qu'il y a une épidémie, c'est irresponsable et tout. Ok. Donc le lendemain, évidemment, je prends conscience de ça et donc je suis plutôt dans une posture soyez vigilants, etc., respectez les distanciations sociales. Et en fait, en quelques jours, ça a rebasculé dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on nous reprochait ça y est, là maintenant la RTB nous dit quoi faire, c'est la dictature, du machin. Et en fait, c'était vraiment ça le Covid. L'opinion publique basculait comme ça très très vite. Et c'était particulier parce que quand même, là pour la première fois de ma vie, tout à l'heure je te disais, d'habitude je ne donne pas mon avis et tout, mais je donnais des conseils aux gens. C'est-à-dire qu'on disait quand même, respectez la distanciation sociale, restez chez vous. Alors, c'est ce que les experts disaient et c'est ce qu'il fallait faire évidemment pour limiter l'impact de l'épidémie, mais on sortait un peu de notre rôle, enfin tu vois, je dis jamais aux gens ce qu'ils doivent faire d'habitude au JT. Donc c'était quand même une période un peu particulière où il y avait une frontière là entre journalisme et sans doute quoi, on a mis un peu de temps à se rendre compte aussi qu'on faisait de la communication politique, c'est-à-dire on relayait le message du gouvernement, et on a mis un peu de temps sans doute à être critique, on nous l'a beaucoup reproché aussi, mais c'est parce que c'était tout nouveau. Et il y avait une telle colère, enfin on en prenait, on recevait des messages pour se faire insulter, enfin, c'était terrible, hein. Enfin terrible, ça va, je ne me pas, mais je veux dire, émotionnellement, on a, comme la société en fait, on ne savait pas trop où on allait, on a mis un peu de temps à trouver notre place. Et après, sur le plan professionnel, c'était très intéressant de vivre ça. Moi, je suis allé dans des services d'urgence aussi faire des reportages. Et en fait, au tout début, c'était hallucinant. Je me souviens, on a tourné dans un service d'urgence au tout début. Il y avait les malades du Covid qui arrivaient et tout. On n'avait pas de masque. C'était le moment où il n'y avait pas de masque, donc on ne savait pas soi-disant s'il fallait en porter ou pas, etc. On tournait tout sans masque et tout ça. Enfin, c'était... Voilà. Ça paraît complètement irresponsable aujourd'hui. Mais c'était intéressant d'avoir vécu sur le terrain et de se rendre compte que c'était comme ça. Et que même dans les services d'urgence, il n'y avait pas de masque. Donc voilà, professionnellement, c'était très intéressant, même si c'était tragique évidemment pour la société. Du coup, j'aimerais parler de votre proximité avec le public parce que vous êtes un peu dans le salon de la plupart des Belges tous les soirs, tous les après-midi, tous les week-ends. Comment vous vivez un peu ça quand vous sortez dans la rue? Est-ce qu'on vous arrête souvent? Voilà. Comment vous vivez ça? Moi, j'ai un niveau de notoriété qui est assez... je peux marcher dans la rue sans problème, il n'y a personne qui... Enfin, de temps en temps, il y a quelqu'un qui m'arrête. Mais là, honnêtement, moi, j'ai vraiment le niveau de notoriété idéal dans le sens où de temps en temps, quelqu'un m'arrête. 90% du temps, c'est très gentil, donc... ça me donne un petit boost d'ego, c'est très bien, mais en même temps, on ne fait pas... je ne suis pas Eden Hazard, donc je peux aller boire un verre sans problème, quoi, tu vois. Donc ça reste une notoriété qui est quand même pas immense. Après, c'est ce que je te disais, on en discutait là. Les seuls moments où... moi, j'aime pas trop... c'est un peu paradoxal, mais j'aime pas trop être au centre de l'attention. Donc, tu vois, là, je dois un peu lutter pour être ici. Enfin, c'est pas mon habitat naturel. Et c'est vrai que parfois en soirée, par exemple, quand les gens boivent un peu et tout, il suffit qu'il y en ait un qui te reconnaît, il fait un selfie, puis tout le monde débarque, et puis là il y en a qui ont un peu bu, et il y en a toujours bien un qui va te dire que les médias c'est de la merde et tout. Et là c'est les seuls moments où c'est un peu lourd, c'est que des fois tu te retrouves en soirée comme ça, à parler avec des gens que tu connais pas de ton boulot, t'as pas envie en fait, mais voilà, je me plains pas parce que c'est vraiment... c'est mineur. Donc ça reste gérable. C'est mineur, oui, tout à fait. Et vous travaillez avec François de Brigord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Qu'est-ce que ça fait de travailler avec lui? Alors, qu'est-ce que je peux dire? Oui, on s'entend bien avec François de Brigord parce qu'on vient tous les deux de Charleroi. On a grandi dans la même rue, en fait. On est mais à quelques années d'écart, mais oui, je m'entends très bien avec lui. François, c'est marrant parce que c'est une... Alors je ne sais pas ce qu'il dégage pour vous quand vous le voyez à l'antenne. Je ne sais pas si c'est du sérieux ou si c'est la tradition, l'habitude, mais dans la vraie vie, c'est vraiment c'est un festif, il est extrêmement drôle et tout. Donc moi, je pense que la vision de François de Brigord que j'ai n'est pas du tout la même que vous, à mon avis. Et je pense qu'il gagne à être connu, François de Brigord, en privé, parce que c'est un chouette gars, on s'entend très bien. Okay. Je ne peux pas vous en dire plus ou me faire boire. Qui avez-vous le plus aimé interviewer?
Une interview qui m'a marqué parce que donc, quand j'étais en stage à la RTBF, donc c'est comme tous les stagiaires, au début vous débarquez, il n'y a personne qui vous remarque, qui vous calcule, je vais chercher le café quoi. Et je me sens qu'après une semaine de stage, vraiment j'avais rien fait du tout, j'avais pas fait de reportage, je me disais mais je vais perdre un mois et ça ne me sert à rien. Et je me souviens qu'il y a la responsable de la culture au JT qui vient me voir, c'était un vendredi. Et il me dit, tu avais l'air un peu paniqué comme ça, il me dit, tu parles anglais toi Je dis oui, je parle un peu anglais. Tu connais les Moby? Tu connais les Moby? Je dis Moby, oui, le chanteur. Ah, le chanteur Moby, oui, le chanteur Moby, le New-Yorkais. Ah, oui, je connais. Ah, ben, il est là, il faut faire son interview. Moi, je parle pas anglais, est-ce que tu peux faire son interview et après aller à son showcase privé? Wow. Et c'est vrai que j'aime bien Moby. Et puis à l'époque, c'était une vraie star, Moby. Et donc, c'est la première interview que j'ai fait, c'était Moby. J'ai fait son interview, puis je suis allé à son concert privé. Et c'était mon premier reportage pour le JT. Et ça, c'est vraiment un souvenir de fou, parce que moi, en plus, je suis passionné de musique. Donc, je me suis dit, mais c'est génial ce boulot, en fait. Voilà. Du coup, ça reste pour le souvenir, mon meilleur souvenir. Et qui rêvez-vous peut-être d'interviewer Qui je rêverais d'interviewer? Je sais que Anne-Claire Coudray, je crois qu'elle rêvait d'interviewer Poutine. Ah oui, j'allais dire Barack Obama. Ouais, peut-être. Alors ça dépend le temps que tu as. Parce que si c'est pour faire Barack Obama en fait, on a souvent ça avec les artistes. J'ai fait quand même quelques interviews d'artistes et c'est toujours un peu décevant parce qu'en fait, tu as 8 minutes montre en main, ils arrivent, tu poses 3 questions, ils sont en promo, donc ce que j'aimerais bien, alors tu vois, on fait une interview avec Barack Obama, mais tu as 1h30 pour le faire, tu peux aller dans les détails, machin, tu vois. Je prends Barack et Michel d'ailleurs pour être sûr, tu vois, enfin, les deux. Oui, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, franchement, souvent on est déçus parce que c'est vraiment des moments très courts, et en plus nous les médias belges, ben voilà, c'est plus compliqué. Barack Obama il va pas accorder malheureusement une interview d'une heure et demie à la RTBF, je le souhaite, mais ça... Donc on a souvent des petits bouts comme ça, et c'est très difficile en fait en une interview de 5 à 10 minutes d'instaurer un climat de confiance et que l'interlocuteur te dise autre chose que sa promo en fait, ce pourquoi il est là, voilà. Et j'aimerais savoir un peu, il y a plein de sujets, je sais qu'on ne peut pas aborder forcément tous les sujets au JT, mais il y a plein de sujets qui ne sont pas forcément abordés. Et à quel moment est-ce que la raison elle touche un peu à la censure plutôt qu'au manque d'information des fois? Franchement, de la censure, je me souviens pas avoir été témoin. On a un ou deux cas, ça arrive, c'est arrivé, des trucs politiques avec des interventions de présidents de parti, ça arrive, mais c'est ultra rare. C'est vraiment pas quelque chose qui arrive souvent. Par contre, c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on traite moins. Et souvent, on nous dit qu'au niveau international, notamment, il y a plein de sujets qu'on passe sous silence. Et je l'entends, mais c'est une logique éditoriale qui veut ça. C'est-à-dire que, clairement, notamment ces dernières années, on a recentré, on traite moins, mais c'est pas de la censure, c'est juste un choix éditorial. D'accord. Et par exemple, par rapport à TF1 ou à la BBC, comment vous vous situez, quelle est un peu votre vision du monde médiatique par rapport à toutes ces chaînes? On a beaucoup moins d'argent déjà, ça c'est sûr, mais ça joue. C'est un peu différent parce que TF1 c'est un groupe privé. TF1, en fait, TF1 au niveau édito, c'est un peu, on en parle souvent entre nous, c'est un peu ce vers quoi on aimerait tendre. C'est-à-dire qu'en général, on aime assez bien ce que TF1, je parle du JT, du JT de TF1, ce qu'ils font, parce que justement c'est très proximité, on donne la parole, et c'est un peu la direction dans laquelle veut aller la RTBF. Mais après, en termes de moyens, franchement, c'est pas du tout la même chose. TF1, ils ont dans tous les coins de France, il y a des rédactions, etc. Donc ils sont... même dans le monde. Je crois qu'ils sont 10 fois, peut-être pas 10 fois plus, mais ils sont 6-7 fois plus que nous. Et donc je pense qu'ils ont aussi la possibilité par moment de faire des choix
que nous, on n'a pas. Nous, voilà, le JT, il fait 35 minutes, mais on a beaucoup moins de gens, et donc il faut le remplir. Et parfois, on n'a pas ce luxe de dire, tiens, on ne va pas passer ce sujet parce qu'il est peut-être un peu moins intéressant, ou il demanderait d'être un peu retravaillé. TF1 a ce luxe-là que nous, on n'a pas, pour des raisons de moyens, tout simplement. Et est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment marquant pendant le JT vraiment une journée où vous y attendiez pas, ou je sais pas, il s'est passé quelque chose? Bah, là, le premier truc qui me vient, c'est par exemple, c'était il y a 2 mois maintenant, j'étais chez moi, j'habite juste à côté de la RTBF, il était genre 18h20 et mon téléphone sonne et on me dit Laurent, c'est la réaction, Laurent, t'es chez toi, oui, ok, tu peux venir tout de suite parce que la Elisabeth II va très mal, et donc on part en édition spéciale. Donc j'arrive à RTBF vraiment à 7h moins quart, et à 7h moins 5 on était sur antenne, donc là tu te fais maquiller, et en fait on n'avait rien du tout, c'est-à-dire que là tu montes sur antenne, ta mission c'est de tenir jusqu'au JT 19h30, on te met un journaliste en plateau avec toi, un peu spécialiste, tu n'as rien, et là hop t'es parti, et tu dois meubler, sans dire de bêtises, et c'est vrai que ça c'est des moments qui sont à la fois, c'est très intéressant professionnellement, mais c'est beaucoup de stress, et en fait là c'est des moments où c'est un autre travail, ça. C'est pas bien écrire le journal, etc. C'est juste être capable d'être hyper réactif, de pouvoir tenir une antenne, de ne pas dire de bêtises, en même temps de donner les infos. Tu vois, tu as les dépêches qui tombent au fur et à mesure. Donc, on avait les dépêches qui disaient voilà, William est arrivé au château, etc. Voilà, ça c'est des moments très marquants. Celui-là, je m'en souviens parce que une demi-heure avant, j'étais chez moi, je me servais l'apéro, quoi. Et puis, tu vois, et du coup, quand vous avez vécu sa mort un peu, la mort de la reine, parce que je sais que ça fusait de partout dans les médias. Oui, bah, donc nous on a rendu l'antenne à 19h30 pile, et on a appris son décès à 19h33. Voilà, après voilà, mais moi c'est pas ma spécialité ces trucs-là. Il y a des gens qui sont plus forts que moi pour ça, par exemple, quelqu'un comme Ophélie Fontana est super forte pour ça. Vous pouvez la mettre vraiment, elle va tenir pendant 2h30, il n'y aura pas une faute de français, elle ne va pas dire de bêtises, etc. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait, et je pense que c'est pas là que moi je suis le meilleur. Mais il faut savoir le faire. Ça fait partie de la boîte à outils quand vous êtes journaliste et présentateur ou présentatrice. Vous devez être capable. On va sur antenne maintenant, on y va, et hop, il faut y aller. Il faut savoir le faire, ça fait partie du truc. Mais je pense que vous en êtes plutôt bien sorti, parce que ça ne se voyait pas du tout qu'il y a 2 heures vous étiez chez vous. Bah, tant mieux, c'est le but. Bah, après on a une oreillette, on nous aide dans l'oreillette, parce qu'au fur et à mesure on te dit ok, finalement on a pu joindre quelqu'un en direct devant le château de Balmoral. Et là vous soufflez un peu. Ouais, ça, donc comment il s'appelle? Étienne Duval. Tu dis bonsoir Étienne Duval, vous êtes devant les fêtes, voilà. Okay. Et j'ai vu que sur Insta vous étiez un assez bon musicien. Vous avez commencé à poster quelques vidéos en 2018. Comment vous avez décidé de partager ce contenu avec les... Moi je partage pas grand chose sur les réseaux sociaux. Je suis musicien tout à fait amateur, hein, donc voilà, j'ai aucune prétention. J'ai renoncé à ma carrière de rockstar, je crois que ça n'arrivera plus maintenant. Mais je sais pas pourquoi, en fait, j'ai toujours vu les réseaux sociaux comme un truc. Évidemment, c'est un truc d'ego, hein, on va pas se cacher. Mais j'ai toujours essayé de garder la balance entre 50% d'ego, 50% de créativité. J'essaye de. Et donc là, le fait de faire des petites compositions musicales ou des mash-up, voilà, je trouvais que la balance créativité-ego était acceptable, en tout cas pour moi, ce que je m'étais fixé. Et voilà, ça me permet simplement de jouer, parce qu'en fait, je passe mon temps à jouer chez moi, j'écris des trucs, et en fait, ça reste dans mon disque dur, je ne le sors jamais. Je me suis dit, bon, ben voilà, là, c'est l'occasion. Voilà. Mais après, j'ai vraiment un rapport amour-haine avec les réseaux sociaux, parce que je trouve que ça prend une énergie, un temps, et je trouve que ça conditionne aussi notre cerveau. Enfin, vous savez bien, c'est ce truc de dopamine où on a besoin en permanence d'aller vérifier. Et je perds tellement de temps avec ça que voilà. Là, par exemple, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai désinstallé toutes mes applications Insta, Facebook, TikTok parce que j'essaye de faire une cure. Donc voilà, j'ai un peu ce rapport d'amour-haine. Voilà. Okay. Et est-ce que le vous de, je sais pas, quand vous aviez 20-21 ans,
se voyez où vous êtes actuellement? Pas du tout. Non, pas du tout. Je voulais pas du tout faire ça. Après, je crois que le mois de 21 ans, c'est celui qui étudiait l'éco et qui détestait ça. Donc je pense qu'il serait content de voir que finalement j'ai fait un truc que j'aime bien. Mais enfin, je vous disais, moi je n'aime pas trop être au centre de l'attention. Je suis plutôt quelqu'un d'introverti. Et donc, c'est un peu rare. Mes amis qui me connaissent bien, quand ils ont vu ça, ils se sont dit mais qu'est-ce que tu fous? Enfin, pourquoi tu fais ça, tu vois? Mais donc voilà, c'est une dimension de moi, de mon travail, et ça a été aussi un défi personnel pour moi de parler devant une caméra, même d'être ici. Le mois de 21 ans, il n'aurait pas pu faire ça. Donc voilà, je vois ça un peu comme des espèces d'étapes que j'ai passées, et ça correspond bien à ma philosophie de vie en général, où j'aime bien apprendre des nouvelles choses, sortir un minimum de ma zone de confort. Mais voilà, jamais il aurait imaginé ça. Est-ce que vous avez un rêve que vous voudriez partager avec nous, quelque chose que vous aimeriez accomplir? Là, je devrais dire un truc profond, genre sauver la planète. Non, pas du tout. Non, en fait, j'essaye de... J'aime pas trop cette idée d'avoir des rêves ou des... Enfin, je recommence. Évidemment qu'on a des rêves et tout, mais cette idée d'avoir un rêve qui reste dans le coin de la tête et qu'on ne réaliserait pas, j'aime pas trop cette idée parce que je trouve qu'en général, les trucs que j'ai envie de faire, j'essaye de les faire au quotidien. Et j'essaye que ce soit à mon niveau. Tu vois, avant de voir vraiment l'aboutissement, j'essaie de voir la prochaine étape. Qu'est-ce que je peux faire, tu vois, au niveau de la prochaine étape? Parce qu'avoir un rêve super lointain, je trouve que c'est la meilleure manière d'être déçu en fait, parce que la vie va dévier, tu vois, c'est le principe de la vie, tu vas jamais exactement là où tu veux, et donc tu vas jamais arriver à la destination que tu voulais. Et donc là, j'essaie juste de me concentrer dans qu'est-ce que je peux juste faire à court terme, qui me rendrait plus heureux ou qui me permettrait de m'améliorer, et ça me suffit en fait. Okay. Voilà. Et pour finir, avant de passer à la session de questions-réponses, quel message vous aimeriez faire passer aux étudiants de notre génération et plus largement aux jeunes? C'est la dernière question, ça va. Le truc, c'est que c'est difficile. Qui suis-je, moi, pour donner un conseil? Par exemple, ce que le vous d'il y a quelques années aurait demandé. Personnellement, moi, j'ai perdu beaucoup de temps dans une voie qui n'était pas du tout la mienne. Mais à me dire, bon, j'aime pas ce que je fais, mais un jour, ça va changer. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, si je voulais que ça change, ça a l'air bateau ce que je dis, mais vraiment, c'était juste à moi de me dire, tu sais quoi, en fait, tu vas peut-être choisir des études que tu veux, et en fait, tu es introverti, mais peut-être que tu vas te forcer à venir ici, par exemple. Le jour où j'ai moi-même décidé de remettre ma vie dans un sens qui me correspondait mieux, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et moi, j'ai perdu beaucoup de temps à l'UNIF. J'étais un gros fêtard. Je faisais des études que j'aimais pas, donc je sortais en cercle 5 soirs par semaine. Et c'était chouette. Mais sauf qu'à ce moment-là, j'espérais encore que j'allais devenir un musicien professionnel. Mais je ne jouais pas de mon instrument comme j'aurais dû pour devenir un musicien professionnel. Et ça, c'était le premier rêve que j'ai eu. Et je me suis dit, mais en fait, tu l'as laissé passer celui-là, parce que tu ne deviens pas musicien professionnel à 37 ans. J'aurais dû le faire à ce moment-là. Et en fait, j'étais distrait par autre chose. Et j'ai mis longtemps à me dire, ouais, en fait, si tu veux faire un truc, tu vas devoir toi-même mettre vraiment les pierres les unes derrière les autres pour y arriver. Alors je sais que ça peut paraître un peu bateau comme conseil, mais je trouve que dans la vie quotidienne, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui disent, ah mais moi un jour je ferai ça, machin, mais tu sais quoi, tu as envie de le faire, mais fais-le. Mais avant de t'imaginer designer de mode, commence par prendre un cours de dessin. Tu vois, mets juste la pierre suivante, voilà, l'édifice. Voilà. C'est très enrichissant pour les étudiants. Si quelqu'un a une question. On va prendre une question. C'est par rapport à la place de la politique dans l'actualité. Vous avez fait il n'y a pas longtemps avec Sacha Daoui une émission qui réunissait des présidents de partis sur l'actualité. Oui. La question c'est, est-ce que vous trouvez qu'on devrait donner une place plus importante à la politique dans tout ce qui est journaux télévisés ou actualité à la télé pour que les gens, comme en France, comme ils font avec leurs émissions pour les candidats présidentielles, est-ce que vous trouvez que la place de la politique est
trop important ou pas assez dans l'actualité et les médias? Alors moi personnellement, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Pour mon profil d'amateur de politique, parce que j'aime beaucoup ça. Après, souvent, quand on fait des études de marché, etc., les gens trouvent qu'il y en a trop. On voit trop les politiciens qui sont tout le temps là, etc. Donc dans les journaux télévisés, pour le moment, il y a plutôt un recul de la place de la politique. Et on va faire on va faire ce qu'on appelle des incarnations. Donc, par exemple, s'il y a une décision politique qui est prise, je ne sais pas moi, sur le pouvoir d'achat, etc., plutôt que d'aller faire le sujet politique pour expliquer quel parti s'est allié avec quel autre pour faire passer la mesure, on va faire l'incarnation, donc on va plutôt dire voilà ce que ça va changer pour monsieur ou madame un tel, et on va les suivre dans un supermarché et on va faire le truc très concret. Ça, c'est la tendance actuelle. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de politique, mais à mon avis, c'est pas là qu'il faut le faire. Moi, pour moi, il faut le faire par exemple sur... je trouve que YouTube, etc., est un super endroit pour le faire. C'est-à-dire un endroit sans contrainte de temps et tout. Parce que c'est super et c'est bien de faire des émissions avec les présidents de parti, il faut en faire, mais ça veut dire que c'est très peu de temps de parole pour tout le monde, ça va très vite. Hein. Et si tu veux laisser la place aux politiques de développer un discours, de comprendre l'idéologie, etc., à mon avis, il faut leur laisser plus de temps. Et pour moi, le web est la place pour le faire. Et moi, personnellement, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Tu vois, arriver à sortir la politique de la polémique, du truc, du débat, pour avoir un vrai discours de fond. Et je crois qu'il y a une demande des politiques, on entend souvent ça, ils nous disent qu'en télé, ils n'ont pas beaucoup d'espace et tout ça. Voilà, moi ça me plairait. Après, si on le fait, il faut que les gens le regardent. Si ça fait 700 vues, on ne continuera pas. Est-ce qu'il y a une demande pour ça? C'est la question. Notamment parce que, comme étudiant en sciences politiques, c'est vrai qu'on aimerait plus souvent voir des émissions sur l'actualité et sur ce que pensent les différents présidents de parti ou les différentes formes politiques en Belgique. Parce que justement, on est un peu demandeur de ça aussi. Oui, je sais. Mais je ne sais pas si y a beaucoup de gens qui sont demandeurs. Moi, je suis demandeur de ça parce que ça m'intéresse beaucoup aussi. Tu parlais de la France, voilà, ils sont 65 millions, peut-être plus. Et donc, par définition, ils vont arriver à une masse critique qui va faire que même si ça fait 3% d'audience, ça fera quand même 1 million de personnes. Et donc, il y aura de quoi faire un programme. Nous, si ça fait 2% d'audience, ça fait, je ne sais pas combien de personnes, mais beaucoup moins. Et du coup, est-ce qu'il y a une viabilité économique du débat politique? Alors tu vas me dire, on a une chaîne publique et donc en théorie la viabilité économique ça ne devrait pas être... Mais voilà, c'est là. Je crois que ça devrait avoir sa place. Et plus qu'aujourd'hui. Et parce que je crois qu'on manque, en tout cas en Belgique francophone, du côté flamand c'est un peu différent, ils ont Torzac à la VRT, tout ça. On manque de ce débat-là et je pense que ça permettrait aussi d'entraîner nos politiques. Parce que c'est un truc qu'on entend souvent aussi, c'est filmé mais je m'en fous, c'est que on n'a pas les politiciens français, c'est-à-dire qu'un discours avec même ceux qu'on adore détester, en termes de rhétorique, c'est des gens qui ont du niveau, et donc forcément ça crée un attrait dans le débat qu'on n'a pas forcément chez nous. Mais si on ne leur donne pas la possibilité de venir débattre et de s'améliorer, ça ne changera pas. Donc moi j'estime que la RTBF doit pouvoir faire ça. Oui. Oui, mais vous dites ça, mais il y a régulièrement, il y a tous les mercredis une émission dans laquelle il y a des politiciens qui interviennent. Généralement, personnellement, je regarde le début et puis je coupe parce ils parlent tous en même temps, ils s'interrompent les uns les autres, vraiment c'est le bazar. Bon, Sacha Daoud essaye de mettre un peu d'ordre, mais il faudrait peut-être d'abord qu'eux-mêmes soient plus sérieux d'une certaine manière pour que les gens suivent, parce que bon, quand ils sont en train de s'engueuler, on passe à autre chose. Hein. Oui, bien sûr. Mais après, est-ce que c'est pas le format aussi qui fait ça? Parce que là, on parle de sciences politiques, donc si l'idée c'est de comprendre un peu le bagage idéologique et les différents choix de société que prendrait chaque président de parti et tout, est-ce qu'il ne faut pas leur laisser plus de parole et être moins dans une logique de débat polémique, de contradiction? Parce que la télé, c'est ça, effectivement, il faut toujours... Voilà, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment cette place-là. Il y avait le grand oral sur la première, en radio, il y a un peu ça, mais c'est vrai qu'en télé, ça n'existe pas. Une autre question.
Quelle est votre préparation personnelle avant de rentrer dans le JT? Est-ce que vous restez dans le silence? Est-ce que vous écoutez la musique? Qu'est-ce que vous faites? C'est marrant. Je suis content qu'on me pose cette question parce que moi j'ai une préparation personnelle, donc quand je suis en plateau, tout le monde se fout de ma gueule parce que juste avant l'antenne, donc quand j'entends une minute, je médite en fait, je ferme les yeux, j'ai un petit exercice de méditation qui est un truc de concentration pour moi qui me permet de rentrer dans le personnage de cette personne avec sa cravate et sa mèche. Mais moi j'ai besoin de silence, j'ai besoin de redescendre mais je suis apparemment le seul à faire ça. Enfin, en tout cas, chacun a sa petite routine. Donc, François Debrigol, lui, il fait des blagues jusqu'à la fin. Nathalie Malleux, elle aime bien avoir tout vérifié 10 fois, etc. Mais moi, c'est le silence, le calme. Ouais, ça, c'est ma préparation. J'ai besoin de ça. Ouais. Ouais, ça, je suis content parce que d'habitude, tout le monde se moque de moi. Mais qu'est-ce que tu fous à fermer les yeux? Voilà. Je suis pas le seul. Vous avez dit que vous avez perdu du temps durant vos années d'études, mais est-ce que ces années vous ont aidé à devenir qui vous êtes aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je pense quand même que c'est un bagage, le fait d'avoir fait ça, les sciences éco, et puis d'avoir quand même réussi, j'ai quand même réussi cette année, ça m'a donné un bagage. Puis ça me permet aussi quand même de bien comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que la gestion, le marketing, ce que Solvay va incarner ici, c'est partout aujourd'hui. Même dans une entreprise comme la RTBF, le langage des consultants, les organigrammes, c'est absolument partout. Donc même dans une chaîne de médias comme nous, je pense que le fait d'avoir fait 5 ans de gestion, ça me permet de comprendre un peu pourquoi on prend les décisions qu'on prend. Ça me permet parfois aussi d'être en désaccord avec ces décisions. Mais clairement, je pense que ça m'aide à mieux comprendre le monde et à mieux comprendre parfois... on est dans un langage très technophile, technocrate aujourd'hui, avec plein d'acronymes anglais, de machins. Et puisque moi j'ai eu cette formation-là, ça me permet de la décrypter et de voir pourquoi on fait ça, pourquoi on dit ça. Et je crois que ça m'aide. Mais après, je t'avoue que tu disais, j'ai fui la gestion et l'économie. Et en fait, aujourd'hui, je la retrouve. Ces gens gouvernent le monde, quoi. Ils sont partout. C'est impressionnant. C'est vraiment. Voilà. Donc, ouais, au moins, ça me permet de comprendre le monde professionnel dans lequel je navigue. Question? Bonsoir. Merci pour votre présentation. J'aurais aimé savoir quelle est la mobilité qu'on peut avoir entre les différents médias. Si je prends par exemple quelqu'un comme Laurent Ruquier par exemple, ou quelqu'un comme chez nous, comme Jean-Michel Zeka, je pense que quand on arrive à un certain niveau d'autorité, on peut peut-être un peu faire ce qu'on veut, avoir les projets qu'on a envie, dont on a envie plutôt. Mais quand on est plus bas, on va dire, dans les chaînes, même un illustre inconnu, quelle est la mobilité entre les différents médias? Alors ça, c'est une bonne question, parce que c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que sur le papier, il y a depuis 5-10 ans une volonté à la RTBF de faire ce qu'on appelle du 360. Et donc avant, tu avais la télé, la radio, le web, et chacun travaillait pour un média. Aujourd'hui, tout le monde est censé travailler pour tous les médias. Donc il y a une volonté de mobilité qui est réelle. Qui en fait est une manière de faire des économies. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer un journaliste radio, un journaliste télé, un journaliste web, on envoie une personne qui va faire les trois en même temps. Mais donc sur le papier, tu as cette volonté de mobilité. Dans les faits, ça reste très très compliqué. Parce que, avant je peux parler pour la RTB parce que c'est ce que je connais, ça reste quand même une boîte avec quand même des silos, des organigrammes qui sont très compliqués. Et tu as entièrement raison. Quand tu as un nom, etc., tu peux assez facilement circuler de l'un à l'autre. Par contre, c'est plus compliqué quand tu es tout simplement un parmi d'autres. Donc, ouais, il y a une différence entre ce qui est annoncé, de dire aujourd'hui on doit tous pouvoir tout faire, et ce que tu fais concrètement. Aujourd'hui, on est classé, si c'est trop dans les détails, vous m'arrêtez, mais aujourd'hui, la RTBF, on a une stratégie on a identifié 4 publics. Donc il y a 4 publics dans la population. Le nous, ça c'est les gens populaires, c'est ceux qui... Tu regardes la match des Diables Rouges, c'est populaire, c'est tout le monde, etc. Les affinitaires, ça c'est plutôt les intellos. Les jeunes adultes et les nouvelles générations. Et en fait,
les gens travaillent pour ces publics. Donc, par exemple, moi, je travaille pour le Nous, la Une, le côté populaire. C'est très compliqué pour moi d'aller faire des chroniques sur la Première, par exemple. Parce que la Première, c'est les affinitaires. Donc, même moi, c'est compliqué parce que je ne suis pas sur le même payroll, la même facture, etc. Donc, voilà, ça reste la RTBF, ça reste une grande machine avec parfois les difficultés de passer d'un service à l'autre. Je peux me permettre de prolonger la question. Bien Du sûr. coup, vous avez aussi commencé dans des, on va dire, dans des médias régionaux. Est-ce que vous pouvez, enfin, est-ce que cette mobilité-là est aussi visible du coup quand on traite, quand on fait partie d'une rédaction régionale plutôt que nationale? Et aussi, peut-être deuxième question, est-ce qu'on vous appelle en tant qu'indépendant ou je ne sais pas quoi pour encore intervenir dans des shows, dans des événements publics en tant que journaliste? Et du coup, comment ça se passe à ce niveau-là? Oui, alors ça nous arrive très souvent. Moi, je dis toujours non. Donc, c'est ce qu'on appelle faire des ménages. Moi, je dis toujours non. Donc, les seuls trucs que je fais, c'est des trucs comme ici où c'est pas rémunéré, on discute. Mais j'ai beaucoup de collègues qui font ça. Donc, ils animent des conférences, des trucs comme ça, comme indépendants. J'en ai même certains, maintenant moins, mais qui font ce qu'on appelle du média training. Donc, le média training, c'est genre. Vous allez apprendre à un chef d'entreprise comment bien répondre à une interview, etc. Mais bon, ça c'est quand même compliqué parce que si après le chef d'entreprise, vous le retrouvez en face de vous pour une interview parce qu'il a licencié la moitié de son personnel, donc là ça pose quand même des questions éthiques. Donc ça on en fait quand même de moins en moins. Mais donc oui, ces trucs d'indépendants, ça existe, mais il faut avoir l'accord du rédacteur en chef, donc tout ça est encadré. Mais moi personnellement, j'en fais pas du tout. Et alors, la première question, c'était quoi? En continuant la question, en prolongeant la question par rapport à la différence quand on est dans un média régional, vu que vous étiez à la Meuse. Oui, j'ai fait la Meuse. La Meuse. Ouais. Et du coup, quand on passe du coup de la Meuse à la RTBF, du coup, au niveau de la posture journalistique. Après, la Meuse, moi je travaillais pour la Meuse Namur, donc c'était pour l'édition régionale de Sud Presse, mais après il y a les pages nationales de Sud Presse. En fait, quand j'ai commencé à la Meuse Namur, c'était très local. Et donc, c'est vrai que les sujets, sur le papier, c'était. Je me souviens, je faisais des articles du style la ville de Namur avait engagé des gens pour nettoyer les crottes de chiens. Il fallait faire un article sur la brigade des crottes de chiens de Namur. Donc, c'était peut-être pas les sujets les plus nobles, dans le sens du terme. Mais par contre, on avait une liberté totale. Donc, j'avais un rédacteur en chef à l'ancienne. On allait manger à midi, et puis il me disait tiens, mais tu sais quoi, ton article sur la brigade des crottes de chiens, tu devrais l'écrire à la première personne, comme le journalisme narratif des années 70. Et donc il y avait une sorte de liberté, comme ça, c'était un sorte de laboratoire qu'il n'y a pas du tout à la RTB, où là on fait des sujets beaucoup plus nobles, etc. Tu vas faire des interviews du Premier ministre et tout, mais c'est moins rock'n'roll. Donc voilà, c'était une bonne école de faire ça. Et moi, je crache jamais sur la presse locale parce que je trouve que souvent, c'est des gens qui travaillent dans des conditions, c'est vraiment compliqué. Et souvent, c'est eux qui ont les contacts sur le terrain que nous, on n'a pas forcément quand on est à l'échelon national. Vous parliez tout à l'heure justement de TF1, BBC. La RTBF, c'est une chaîne très régionale dans le sens où on a 4 millions de personnes, c'est tout petit par rapport, Bien sûr. Par rapport au reste. Mais en fait, la difficulté qu'on a au JT, c'est que, vous avez raison, c'est très régional, mais avec le rythme qu'on a aujourd'hui, je vous expliquais tout à l'heure, on arrive à 9h, on fait un sujet pour le 13h, et puis après, on est reparti pour un autre sujet. Ça n'existe plus d'aller boire un coup avec une source, d'aller manger à midi, etc. Or, c'est comme ça qu'on se fait ce tissu de contact, etc. Donc, évidemment, on reste une chaîne locale et tout, mais on a un peu les contraintes de cette grosse structure qui fait que, voilà, on perd un peu le contact avec le terrain. Moi, j'ai peut-être... Oui, vas-y. Ok. Parce que du coup, on n'a pas vraiment touché au sujet, mais j'aimerais savoir, du coup, pourquoi le rock'n'roll comme... Pourquoi pas pourquoi... Et aussi, du coup, désolé, pourquoi vous avez arrêté votre groupe, entre amis, je ne sais pas comment ça s'est passé. Pourquoi le rock'n'roll? Je crois que c'est tout simplement la musique que mon
père écoutait, donc je crois que c'est voilà, voilà, je crois que c'est un truc, ça s'est transmis comme ça. Et puis moi j'ai grandi à la fin des années, enfin, début des années 2000, j'étais ado à ce moment-là, et donc ce qui passait à ce moment-là, c'était un peu le néo-punk et tout ça. Enfin bon, bref, je peux pas vous faire mon adolescence, mais voilà. Et du coup, je me suis acheté ma première guitare et tout. Et pourquoi j'ai arrêté le groupe? Tout simplement parce que je me suis retrouvé dans... Je sais pas s'il y a des gens ici qui sont musiciens, qui ont eu des groupes, mais il y a un moment quand vous commencez à travailler, vous avez votre répète, là, c'est de 9h à minuit, 21h à minuit, le mardi soir, après le boulot et tout. Vous le faites pendant 1 an, 2 ans, vous enregistrez quelques chansons, il se passe rien. Le samedi soir, vous allez dans des bars et tout, et il y a un moment, on tourne en rond, et on finit par s'engueuler avec ses potes du groupe parce qu'en fait on n'avance pas. Enfin voilà, c'est vraiment l'histoire traditionnelle, et juste il y a un moment, on n'a plus le temps. C'est-à-dire que pour vraiment devenir un musicien pro, il faut jouer tous les jours, il faut s'entraîner, enfin c'est un vrai métier quoi. Et quand on a un autre métier, on ne sait pas le faire à 100%, et donc voilà, à un moment, il faut laisser les vrais, ceux qui ont plus de talent que vous, jouer, et puis vous choisissez un autre métier quoi, voilà. Une question. Oui, bonjour. J'ai une question par rapport aux pratiques éthiques à la RTBF. Donc j'ai fait un stage 3 mois à RTBF au service web, et on parlait justement de la couverture médiatique de la guerre en Ukraine et des réfugiés notamment. Et voilà, et donc une discussion sur le fait de... Là on parle beaucoup des Ukrainiens, ce qui est une très bonne chose, mais quand il y avait d'autres types de réfugiés, ça ne prenait pas autant de place dans l'actualité. Et donc je voulais savoir si voilà, à l'RTBF, dans les médias en général, il y a cette discussion sur l'éthique journalistique, le travail journalistique. Est-ce qu'on se pose des questions, on se dit est-ce que la façon de faire de l'info est la bonne et la meilleure? Oui, alors oui, à la RTBF on a un service qui s'appelle Inside, et donc c'est des journalistes qui sont détachés et qui répondent aux questions des téléspectateurs, du style celle-là: pourquoi est-ce qu'on a tant le projecteur sur les Ukrainiens et qu'on ne le fait pas sur les Syriens ou les Irakiens. Et donc on a des gens qui s'occupent de ça, et il y a une page Inside qui justement veut entretenir ce lien avec le public, et qui vient nous interviewer souvent. C'est-à-dire que souvent, si on fait quelque chose qui est critiqué, on doit nous-mêmes se justifier en interne, on se retrouve de l'autre côté, quoi. Donc souvent ça m'est arrivé de me faire interviewer par Inside pour savoir pourquoi on avait diffusé telle image et pas une autre. Donc oui, ça existe. Voilà, ça a le mérite d'exister, et c'est vrai que la question que tu poses, elle est tout à fait légitime. Hein. Voilà. Alors l'aspect de mon métier que j'aime bien, c'est l'imprévu, la surprise. Je reprenais l'exemple de la pauvre Elisabeth II, c'est pas le meilleur exemple, mais j'aime bien cette idée dans l'actu, quand il se passe quelque chose, peu importe, il y a une dose d'imprévu, il y a une dose d'adrénaline, et on n'est pas dans une routine. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans mon métier, c'est le fait qu'il faut toujours être attentif, de savoir ce qui se passe, parce que même s'il se passe un truc à 19h29, il faut qu'on en parle dans 19h30, et donc ça, c'est quelque chose qui me maintient éveillé, qui me plaît beaucoup. Un truc que j'aime moins, par contre, c'est que j'ai l'impression que pour rester sain d'esprit dans le monde d'aujourd'hui, il y a des moments où il faut se couper de l'actualité, en tout cas de l'actualité quotidienne, parce que c'est un espèce c'est une vague infinie et incessante qui revient en permanence. Il y a des journaux 365 jours par an, 2 fois par jour. Et je sais que moi, par moment, j'aurais besoin de me couper, de lire des livres, d'arrêter d'avoir juste l'écume de l'actualité et de comprendre un peu le mouvement de fond. Et ça, je ne peux pas me le permettre, parce que si je rate le JT et qu'après je viens et que je propose un sujet qui a déjà été fait ou pas, c'est pas professionnel. Et ça, c'est une partie qui me plaît moins, c'est que j'ai l'impression d'être tout le temps dans cette espèce de machine d'essoreuse, ça n'arrête jamais, et tu as du mal à discerner l'important du superflu, parce que tu es tout le temps dedans, en fait. Et voilà. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai besoin de couper par moment, et là, je peux pas vraiment le faire. Est-ce que quand vous êtes en vacances, vous allez continuer à travailler? Non, les vacances, c'est les seuls moments où
où a priori on peut déconnecter. Mais moi j'ai une espèce de malédiction, dès que je pars en vacances, il se passe un truc. Donc, non, je suis pas sorti en juillet, l'année dernière il y a eu les inondations, là, c'était énorme, donc là tu peux pas te déconnecter, quoi. Tu vois ça en Belgique. Même quand je suis parti aussi pour les dernières élections américaines où Biden devait gagner super facilement, finalement pendant 5 jours, ils ont dû dépouiller. J'étais devant CNN, là, ma copine, ça la rendait dingue, elle était à la piscine, moi j'étais devant CNN pendant 5 jours. Donc voilà. Mais oui, en théorie, en vacances, on peut déconnecter. Encore une question. Par rapport au bagage technique nécessaire, moi, le milieu du journalisme est un milieu qui m'intéresse beaucoup, et dans lequel je voudrais probablement évoluer. Mais je suis en sciences politiques, donc je n'aurai évidemment, enfin je n'ai pas l'entraînement pour tout ce qui est prise de son, prise de vue, etc. Mais je sais pas, par exemple, mes compétences en termes d'écriture, c'est ce que j'ai pu développer moi-même au bout du temps. Est-ce que c'est un obstacle particulier? Est-ce qu'il y a vraiment moyen de se lancer sans? Est-ce que c'est une bonne opportunité? Et la question dérivée, ce serait à quel point est-ce qu'aujourd'hui les médias cherchent à engager une personne qui est déjà entraînée, donc qui sortirait par exemple de l'IEX à Soisa, ou voilà. Alors, ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend ce que tu veux faire. Si par exemple tu te retrouves au JT en stage ou quoi, là on va attendre de toi que tu sois prêt. Okay. Mais après, attention, hein, tu auras un caméraman, un preneur de son et tout, mais on va attendre de toi, par exemple, c'est tout ça, mais que tu es appris à poser ta voix sur un sujet, tu vois. Parce qu'il faut aller très vite, on n'a pas le temps. Après, par exemple, pour tout ce qui est aujourd'hui le web, le digital, etc., où on cherche justement des profils un peu différents, etc., là, ça demande moins de... Tu sais, au début, tu vas arriver, tu vas faire des articles web, etc., ça demandera peut-être moins de technique. En gros, ça peut aller très vite, tu peux apprendre tout ça très très vite, surtout si tu as déjà... Tu viens des sciences politiques, tu as déjà la rigueur, tu sais comment on écrit, tu as un œil un peu sur l'actualité et tout. Mais c'est juste, il faut que tu puisses écrire un article, poser ta voix pour un billet radio ou un truc, ça c'est quand même important parce que le jour où ça arrivera, on va te donner ta chance, faut être prêt, tu vois, et sinon tu vas vite être catalogué, celui-là il est malin mais il n'a pas une bonne voix, tu vois, juste parce que donc il y a 2-3 petites choses comme ça. Voilà. Merci. Est-ce que vous partagez vos questions avec les invités avant qu'ils viennent au JT? Ça dépend. Si c'est le Premier ministre, non. Là, pas du tout. C'est parce que je ne vais pas lui filer. Mais surtout si c'est des questions un peu polémiques et tout, je ne vais évidemment pas les lui donner à l'avance. Par contre, souvent, nous, on reçoit le samedi midi des invités pour venir parler, je sais pas moi, des 50 ans d'un film ou l'anniversaire d'un grand réalisateur ou d'un album. Là, évidemment, on prépare à l'avance. Et je lui dis les questions que je vais lui poser parce que le but c'est pas de le piéger, le but c'est que quand je lui demande tiens Steven Spielberg quelle enfance il a eu, il faut qu'il puisse me répondre et que à la limite on ait prévu l'image de Steven Spielberg jeune derrière. Donc ça c'est des interviews qui sont préparées en amont. Tout ce qui est interview plus conflictuel ou plus... Là on donne pas les questions. Après tu as toujours les grands thèmes. Si le Premier ministre vient par exemple pour parler de la pandémie, enfin tu sais que tu vas parler de la pandémie, tu vois, tu le fais venir pour parler d'un truc. Donc tu as toujours le grand thème. Après, parfois ça se passe pas toujours bien. Il y a pas longtemps, j'ai fait une interview. Ce que je me dis, bref. On peut couper. J'ai fait l'interview d'une femme politique où on lui avait donné les grands thèmes, en gros. On lui avait dit voilà, on parlera un peu de ça, un peu de ça. Et là-dedans, j'ai posé une sous-question et là, super mal pris parce qu'elle s'est sentie trahie en disant mais vous m'aviez pas donné la question à l'avance. J'ai répondu que moi je ne donnais pas les questions à l'avance. Hein. C'est pas aux politiques de décider exactement de ce dont on va parler, sinon c'est juste un exercice de com. Donc voilà, ça dépend un peu du contexte. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que la RTBF, ou le JT de la RTBF, allait plus pour l'instant vers les sujets plus ou moins locaux et ainsi de suite. Et effectivement, je remarque qu'il y a beaucoup de sujets internationaux qui sont
passer sous silence, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je regarde Euronews en parallèle, parce que sinon, si je ne regarde que la RTBF... Mais est-ce que ça n'a pas comme influence, pas comme influence, comme résultat, que les gens qui regardent les journaux de la RTBF, vous avez dit c'est plutôt les gens les plus âgés, et ainsi de suite, risquent à la limite de se renfermer dans leur petite Belgique et ignorer complètement ce qui se passe dans le reste du monde. Alors, la réponse que donnerait la RTBF à cette question, c'est qu'on a une offre qui est multiple. Et que peut-être qu'au JT, on va moins faire d'international, mais que sur la 3, il y aura des clics qui vont en parler, sur la première, et qu'aujourd'hui, on a différents publics et qu'on les informe différemment, mais que si vous, votre truc, c'est Euronews, en fait, vous êtes plutôt affinitaire, et donc vous, c'est plutôt la première ou la 3, etc., que le JT. C'est la réponse que ferait la RTBF. Après, est-ce qu'un JT national devrait être au-dessus de tout ça et s'adresser à tous les publics quels qu'ils soient? C'est un argument qui pourrait se défendre. Il devrait durer 2 heures, là. Bah, pas forcément, c'est juste qu'on peut équilibrer, mais c'est des questions éditoriales, et pour le moment, Mais, en gros... Pardon, justement, vous parliez de la ligne éditoriale de la RTBF. Comment est-ce que vous la définiriez? C'est quoi la ligne éditoriale de la RTBF? La ligne éditoriale, par exemple, donc, du JT de la Une, donc la Une, c'est la même ligne éditoriale que Vivacité, en radio. C'est ce qu'on appelle le public nous. Donc c'est vraiment le mot d'ordre de cette ligne édito, c'est l'accessibilité. Il faut que tout le monde puisse comprendre ce dont on parle. C'est vraiment ça et on peut parler d'inter, on peut parler de choses plus compliquées, mais il faut que tout le monde soit embarqué. Donc on ne fera pas, par exemple, un truc politique super précis, etc., que les étudiants en Sciences Po aimeraient avoir, parce que justement, ça va être la petite plus-value, il vaut mieux comprendre. Ça, c'est plus pour le JT, ça. Parce qu'il faut que ce soit quelque chose que tout le monde puisse comprendre. C'est ça, vraiment, accessibilité et proximité. C'est vrai. Et vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup pour le moment tout ce qui est coût de l'électricité, etc. C'est vraiment le quotidien des gens, ce qui les impacte. J'aime pas ce mot-là, c'est nouveau, un mot du marketing impacté. Tout ce qui a une influence sur la vie quotidienne des gens, les factures, le caddie, la santé, voilà. C'est vraiment le core business. Vous voyez, c'est 5 ans d'école, j'arrive pas à retirer. C'est vraiment ça le cœur. Et vous avez dit que vous aviez une oreillette. Enfin, qu'est-ce que vous dites L'oreillette, elle dit, pendant les titres, pendant qu'on dit bonjour, elle dit ok, on n'a pas le premier sujet, on n'a pas le deuxième sujet non plus, je ne sais pas ce qu'on va faire, je te tiens au courant. Voilà, elle dit ce genre de truc, ou alors elle dit, on donne les timings quand on fait une interview par avec quelqu'un, elle dit il te reste 2 minutes, encore 1 minute, voilà, maintenant il va être temps de boucler. Elle vous parle pendant que vous parlez avec les gens aussi? Souvent ils essayent de nous parler, pas forcément quand nous on parle, donc pendant un sujet ou pendant que l'invité parle, mais ça peut arriver quoi. Et en fait les journaux de 13 heures, donc c'est ceux qui sont faits le plus dans l'urgence, là à l'antenne ça a l'air propre et tout, mais dans l'oreillette c'est la folie parce que les sujets ils sont jamais prêts à temps, donc il faut changer en temps réel, donc on doit réécrire une transition qu'on a faite, donc ça c'est aussi un truc que j'aime bien, tu me demandais dans ce côté genre adrénaline, tu sais pas ce qui va se passer, tu dois improviser, tu dois faire semblant que tout va bien alors qu'en fait c'est l'apocalypse en régie, c'est un truc que j'aime bien. Du coup, vous avez, il me semble, géré la rédaction de la Une, comme ça En tout cas, vous avez géré une rédaction, je me souviens. De Questions à la Une. De Questions à la Une, voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté, du coup, avoir ce rôle de chef et ensuite de revenir à un rôle simplement de présentateur? Je n'étais pas tout à fait chef, j'étais éditeur, mais en gros c'est vrai que... Mais de l'extérieur, on a l'impression du coup que l'éditeur, c'est celui qui a... Mais c'est vrai, moi mon rôle c'était par exemple d'aller voir, donc Questions à la Une, c'est une émission de long reportage, donc des 26 ou des 52 minutes. Et donc moi j'allais en cellule de montage, je regardais le sujet avec les journalistes et je disais tiens, ça, tu changes ça, moi je commencerais plutôt par là, tiens là ton texte... Et c'est vrai que du coup je devais des fois donner des conseils à des gens qui avaient 2 fois mon âge. Et donc ça c'est un truc que ça m'a appris, humainement à respecter le travail des gens, parce que quand quelqu'un a bossé pendant 6 mois sur un truc et que vous débarquez, il ne faut pas juste lui dire non mais c'est nul, il faut trouver les mots pour dire je pense que ce serait mieux si on le faisait comme ça. Et alors ça m'a donné aussi un esprit analytique d'être capable de regarder un docu de 50 minutes et de dire
ok, je pense qu'il faut prendre ce bout-là, le mettre là, et ça sera beaucoup mieux. Et là, il manque un chiffre, parce qu'on ne comprend pas très bien. Ça m'a donné ce regard un peu critique, mais ça s'apprend de nouveau. Voilà. Une question? Ça prend combien de temps pour préparer une interview avec le Premier ministre ou un ministre? Ça dépend. Parfois au JT, on apprend qu'il arrive une demi-heure avant, ou une heure. Quoi qu'il arrive, c'est le jour même. C'est-à-dire que s'il est là, c'est le jour même et tu dois préparer tout ton JT. Donc tu fais ton JT comme d'habitude, tu écris tous tes textes, tes lancements, et puis à l'heure après, allez, une heure. En fait, tu prépares, mais c'est pour ça que tu dois avoir vu tous les... C'est pour ça que tu peux jamais te déconnecter. Parce que si tu as le Premier ministre qui est là, et que tu n'as pas suivi... Imagine, si je prends le JT ce soir, je me suis déconnecté depuis 4 jours, et le Premier ministre vient en plateau pour parler du policier qui a été abattu, et que je me suis complètement déconnecté, j'ai pas suivi qu'en fait il y a eu une polémique parce que machin, le type a été dans un commissariat, et que en fait le parquet a dû se défendre, et que le ministre de la Justice a... Mais je ne saurais pas préparer mon interview, je n'aurais pas le temps en une heure, tu vois, de faire le rétroact de tout ce qui s'est passé. Donc en fait, tu dois toujours être prêt au cas où ça arrive pour que tu puisses te préparer justement sur un bout de table en quelques minutes parce qu'en fait, tu as tout en tête. Voilà. Il n'y a que en vacances et encore que vous les connecter. Voilà, c'est ça. Quand vous présentez la télé, vous dites que vous avez des notes et vous les voyez sur le prompteur de Ah oui, on a un prompteur. Donc on écrit nos textes nous-mêmes, mais on a un prompteur. Et pour la petite histoire, avant, on avait quelqu'un qui faisait défiler le prompteur pour nous. Mais maintenant, on a fait des économies budgétaires, donc on n'a plus cette personne. Et on a une petite pédale comme ça, et donc on fait nous-mêmes aller le prompteur d'avant en arrière. Regardez bien, souvent les gens sont comme ça, et ils bougent leur position pour faire défiler le prompteur. Voilà. Et vous avez un écran en dessous? Oui, on a un retour. Et vous voyez ce qu'on voit à la télé? Oui, on a un retour avec ce que les gens voient à la télé, et on a un retour avec nous. On nous voit nous quand il y a une tâche ou ça, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de monde derrière la caméra? Il y a quasi personne. C'est un grand studio qui est complètement vide, tout est automatisé, les caméras sont automatisées, il y a un silence. Souvent les gens qui viennent, ils s'attendent à avoir un truc et en fait il y a un silence de mort. Il y a quasi personne sur le plateau. On s'attend vraiment à avoir une équipe derrière qui vous dise quoi. Bon, en régie, là il y a beaucoup de monde en régie, Oui, tu vois, mais voilà, sur le plateau il n'y a pas grand monde. Quand vous dites vous écrivez, c'est sur, ce qui passe de vous, c'est quelque chose qui est bien sûr. Qui est oui, dans un logiciel particulier et après ça apparaît sur le compteur. J'aimerais peut-être si quelqu'un a une question. Est-ce que vous avez un modèle à l'intérieur de la RTBF ou ailleurs, à la BBC, à France Télévisions, que sais-je? Chez RTL. Oui, à RTL. Est-ce que vous avez quelqu'un, je vais pas dire une idole, mais quelqu'un qui... En tout cas, un qui m'a beaucoup influencé au début quand j'ai commencé, c'était... moi j'aimais beaucoup David Pujadas sur France 2. Il y avait un côté clinique dans ses textes. En quelques lignes, il reposait tous les enjeux d'un sujet et tu avais toutes les clés pour comprendre ce qu'on allait voir. Dans son écriture, chez lui, il m'a pas mal influencé. Ouais, je dirais... en tout cas dans les présentateurs. Voilà. Pujadas, pas mal. J'en ai encore une. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que la RTBF, enfin le journal de la RTBF essaye de tendre de ressembler, on va dire, à celui de TF1. Je suis étonné que vous ne fassiez pas référence à France Télévisions, plutôt. Ça a été longtemps le modèle, France Télévisions, et moi j'ai... Et ça ne l'est plus? Moins. Pourquoi ils ont changé ou... C'est plutôt nous qui avons changé. Parce qu'on est plus dans cette logique aujourd'hui de proximité, qui est plus vraiment ce que fait TF1. Avec Jean-Michel Pernaut notamment. Jean-Pierre Pernaut, oui, c'est vrai. Là, il est mort, mais non, mais c'est vrai, mais à 13h, c'est très marqué chez eux sur TF1, mais même le soir, on est plus dans cette logique consommation, proximité, et ça, c'est plus la patte TF1. Et c'est vrai, vous avez raison, il y a 10 ans, on regardait tous France 2, on regardait Pujadas, Delahousse et tout, et là, maintenant, on regarde plus TF1. Mais à l'RTBF, je pense l'exemple ultime, on cite toujours la BBC, quoi. Oui. Mais ça, c'est... Oui, mais après, c'est vrai,
Mais dans les faits, la BBC, la manière dont ils font c'est pas ce qui nous influence le plus au quotidien. Souvent, quand on a des séminaires et tout, on regarde plutôt, on fait venir des gens de TF1 pour qu'ils nous expliquent comment ils font, pour le JT en tout cas. Ouais. Et pourquoi se cantonner à des télévisions francophones et justement pas BBC, CNN, Après, il y a RAI, TVE et compagnie. On a des services, on a toute une ribambelle de gens, de chefs qui regardent tout ça et qui après nous font des comptes rendus. Mais moi qui suis en bas, une fois que la ligne éditoriale a été définie, je constate juste que TF1, on parle beaucoup de TF1 pour le moment. Voilà. Non, j'allais dire, est-ce que justement pour ce qui est de la forme que peuvent prendre un même type de médias dans différents pays, est-ce qu'après tout ce ne serait pas finalement très culturel? Je prends un exemple que je connais, c'est par exemple la Formule 1. Quand on regarde la manière dont la Formule 1 est présentée, par exemple en Belgique, sur la RTBF par M. Miron, ou sur Canal+, ou encore chez Sky Sport, donc on a Royaume-Uni, France, Belgique, c'est trois manière assez différente, et quand on voit sur les forums, chacun au final défend et approuve la manière dont c'est fait dans son pays, et à la limite n'aime pas tellement la manière dont c'est fait ailleurs. Est-ce que c'est vraiment utile finalement d'essayer de copier par exemple un média étranger, ou peut-être à la limite s'en inspirer, mais vouloir copier la forme, je ne sais pas si... Je suis assez d'accord. En fait, en faisant ça, il y a un risque de perte d'identité, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'on arrivera à faire... là en l'occurrence ce que TF1 fait, parce qu'ils sont français, ils ont le ton français, c'est dans leur culture. Par contre, il y a un risque de perdre ce qui fait notre singularité. C'est vrai que c'est un risque. Et c'est vrai que c'est pas faux. On passe beaucoup de temps à regarder ailleurs, ce qui se fait, machin, etc. Et parfois, sans doute qu'on devrait passer plus de temps à se dire mais qu'est-ce qui fait nous, notre identité, notre force, qu'est-ce qu'on peut faire que les autres ne peuvent pas faire. Et surtout, moi je trouve aujourd'hui avec le web, avec YouTube, etc., en théorie, la RTBF pourrait s'adresser à toute la francophonie, donc que ce soit la France, la Suisse, le Canada, une partie de l'Afrique, etc. Donc moi je trouve qu'on devrait voir super grand et se dire on va développer des produits, que ce soit des produits d'info, d'humour, de fiction, peu importe, qui parle à tout le monde, mais le courant actuel, c'est plutôt la proximité. Mais sans doute que c'est peut-être très civilisationnel, géopolitique. Je crois que le monde va vers un repli et peut-être que les médias suivent un peu ça. Enfin, je ne vais pas me lancer dans une explication géopolitique foreuse, mais voilà, il y a peut-être de ça. Il y a une question de budget aussi, non? Sans doute, mais pour faire des produits qui parlent à tout le monde, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire le tour du monde. On peut faire juste du bon divertissement universel qui parlera à n'importe qui parle français. Moi, c'est ma conviction. Vous parliez tantôt d'une émission qui n'aurait pas de succès, enfin, pas d'audience par son public. Qui fixe et comment? Vous le savez, ça? Les audiences? Donc, qui fixe le seuil de rentabilité ou le fait que l'émission rencontre son public? Il y a toujours des... C'est purement économique, c'est des audiences? C'est les audiences. Donc on a les audiences tous les jours. Tous les jours on a les audiences de la veille. Et on sait que par exemple, un prime time sur la une, ça doit faire plus ou moins autant de pourcents, autant de téléspectateurs. Et donc en fonction du score, on saura si on est dans la moyenne, si on est un peu en dessous, si on est un peu au-dessus. Pareil pour un JT. On a les audiences du JT le lendemain. Et le JT, la RTB, ça fait 500 000 environ. 500 000 le soir. 500 000 et à 13h, je crois que ça doit être 300 000, un truc comme ça. Et quand on fait une mauvaise audience, on essaie de comprendre. On dit, tiens, est-ce que c'est parce qu'il y a un sujet qui... Et parfois, souvent, il n'y a pas de lien de cause à effet. Des fois, on fait des super JT, on se dit, c'était bien hier, et puis l'audience n'est pas bonne, et parfois on se dit, c'était pas génial. Et il s'avère que c'est une trop bonne audience. Mais la pression, elle est là. Tous les matins, les courbes tombent, et... tout le monde regarde ça. Voilà. En vrai, on vous dira que c'est pas si important, mais c'est pas vrai. C'est essentiel. C'est une double question en fait. La première, du coup, vous êtes, la RTBF, on va dire, les bureaux juste à côté de la VRT. Comment est-ce que vous
voyez un peu le côté, parce qu'on est francophone, on regarde la presse francophone. Je sais qu'il y a 2 ans, il y avait un moment, Vue de Flandre, qui a disparu, je pense. Ah non, on l'a toujours, c'est le dimanche midi. Ok. Un œil en Flandre. Ok. Dans tous les JT du dimanche midi avec Joyce Seder. Le dimanche midi. Mais du coup, comment vous voyez le côté, toujours garder un œil sur l'actualité flamande et comment vous côtoyez au final le personnel de la VRT. Et ma deuxième question, pour revenir au secteur culturel, comment ça se fait que par rapport à d'autres pays, il y ait moins de personnalités culturelles qui viennent durant les JT de 13h notamment? Donc pour la VRT, moi j'ai de la chance, là je peux en parler parce que le week-end on a vraiment un œil en Flandre où c'est 10 minutes dans tous les JT du 13h du dimanche où on parle de l'actualité en Flandre. Sinon après on a des rapports avec la VRT, on les appelle souvent quand il y a des images et tout, mais c'est vrai qu'on ne traite pas l'actualité politique flamande par exemple, c'est vraiment rare qu'on la traite dans le JT, il faut vraiment qu'il y ait un gros truc. Et alors pour ce qui est des invités culturels, je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus que ça dans les autres JT. Tu avais cette impression-là Oui. Surtout par rapport aux JT français notamment. Notamment où les artistes s'arrêtent durant leur date de concert par exemple. Après, ce qui est vrai, le problème c'est qu'on a un réservoir qui est plus petit aussi. Et on doit faire avec ça, il faut... c'est compliqué, voilà, de la housse c'est sympa, tous les dimanches soirs il a une méga star, tu vois, une fois il a Maître Gims, et puis il a, je sais pas moi, Sting, ou une grosse star, Jean Dujardin, tu vois, et il a ça tous les dimanches soirs, tu vois. Nous, c'est plus compliqué, on a un réservoir qui est plus petit, et à un moment on faisait ça, tous les samedis à 13h on recevait des représentants du monde culturel et tout, mais en fait tu épuises assez vite le réservoir et du coup tu te retrouves avec des gens qui ne sont pas inintéressants mais qui n'ont pas du tout l'habitude des médias, qui ne sont jamais venus, et donc tu sais, ils sont au JT, ils sont hyper impressionnés, ils sont pas à l'aise, c'est un peu gênant pour eux, c'est un peu gênant pour le téléspectateur, et donc c'est peut-être pour ça, parce qu'on est plus petit et que donc il y a peut-être moins de monde à inviter, ouais, peut-être. Quelqu'un d'autre? Du coup, merci d'être venu. Avec plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous voulez échanger un dernier petit mot.